Donc, nous avons le plaisir d'accueillir pour ce quatrième Midi Labo, donc je vois, nous avons le plaisir d'accueillir pour ce quatrième Midi Labo Jean-Martin Deslauriers, qui est professeur de travail social à l'école de travail social de l'Université d'Ottawa, qui est chercheur associé au Midi Labo avec nous et qui a travaillé, entre autres, pendant de nombreuses années auprès d'hommes ayant des comportements violents et de familles en contexte de protection de la jeunesse. Il nous propose aujourd'hui un Midi Labo qui s'intitule « Sauver des vies grâce à un travail d'équipe, les protocoles d'intervention en situation de risque d'homicide intrafamiliaux ». Je le remercie de sa présence et je lui laisse la parole. Jean-Martin, c'est à toi. Merci beaucoup, David. Ça me fait plaisir d'être parmi vous pour vous parler, en fait, d'une pratique prometteuse que j'ai trouvée très intéressante, en fait, dans un premier temps, lorsque j'ai eu connaissance de l'existence de ce type de protocole, qui m'a amené justement à développer un projet de recherche me permettant de rencontrer des membres donc de ces protocoles. Je vous fais une petite mise en contexte auparavant au sujet de la naissance de ces protocoles. Le 9 septembre 1996, dans une petite ville québécoise qui s'appelle Bécomo, un père a tué sa conjointe et leur fils, puis s'est suicidé par la suite. Le rapport de l'enquêteur, qui est devenu célèbre dans le domaine, Bérubé, révèle que des professionnels étaient au fait des risques de passage à l'acte et ont respecté le secret professionnel au détriment de la sécurité de l'entourage. Ça a bouleversé non seulement le Québec de prendre connaissance de ce drame-là, à ce moment-là, mais de découvrir que si les professionnels s'étaient parlé, des vies auraient pu être sauvées. Et parmi les recommandations de l'enquêteur, réviser la question de la levée de la confidentialité pour que les professionnels se parlent davantage lorsqu'un danger est imminent. Et un premier protocole d'intervention dont je vais vous parler, a été créé en 1998. Et la question justement de la confidentialité a été modifiée sur le plan légal aussi en 2001 au Code des professions québécois. Et puis un comité d'experts sur les homicides intrafamiliaux a identifié le type de protocole dont je vais vous parler comme pratique prometteuse. Alors, tout simplement, moi, j'étais très intéressé, comme le disait David tout à l'heure, à découvrir comment ça fonctionne, parce que moi-même, en ayant travaillé auprès d'hommes ayant des comportements également avec des pères en détresse, pendant plusieurs années, la gestion du risque est importante. Et donc, je voulais voir d'abord comment fonctionnent ces ententes de concertation à travers l'étude de 4 ententes. Et qu'est-ce qui fait que ces ententes, que ces protocoles sont mis sur pied et réussissent à poursuivre finalement leur travail ensemble. Et qu'est-ce que ça a comme retombée? Grosso modo, c'est ce que je voulais documenter. Et grâce aussi à une collaboration avec Madame Drouin, on a pu ensemble ajouter aussi d'autres entrevues au sujet de ces 4 ententes que je nomme ici, pour un total de 51 experts et expertes. Qui sont ces personnes, ces experts et ces expertes? Ce sont des directrices de maisons d'hébergement pour femmes. Ce sont aussi des personnes qui œuvrent auprès d'hommes ayant des comportements violents, des chefs de police, des directeurs, directrices en protection de la jeunesse, la direction des poursuites criminelles et pénales, procureur de la République, ce qu'on appelle aussi au Québec des centres d'aide aux victimes d'actes criminels, donc c'est des services spécialisés, les services correctionnels, notamment services de probation, et les services de crise, et les services sociaux généraux aussi de première ligne. Alors voilà, ça fait beaucoup de gens qui sont impliqués dans ces protocoles. Et j'ai aussi appliqué en fait un cadre d'analyse aux résultats parce que les résultats étaient tellement positifs, les gens étaient tellement satisfaits. Je voulais aussi mettre un peu à l'épreuve les entrevues
qu'est-ce que c'est un bon partenariat, en fait? Qu'est-ce qui fait qu'un travail intersectoriel, parce qu'on parle ici de gens qui n'ont pas travaillé ensemble au quotidien, les services policiers, par exemple, et les services sociaux, ou le milieu judiciaire, ne partagent pas donc des interactions au quotidien et regrouper ces gens-là, alors que leur travail régulier ne les appelle pas à collaborer. Qu'est-ce qui fait donc que ça réussit à ce point? Alors, je me suis inspiré de ces conditions-là, de ces critères-là. Il y en a 16, je vous épargne le détail, mais pour dire que c'est un outil validé d'évaluation de la qualité des partenariats. C'est ce qui est important à retenir et je vais revenir avec donc ces critères. Mais qu'est-ce que c'est d'abord une entente ou un protocole d'intervention? D'abord, ça a comme objectif de mobiliser les partenaires locaux afin d'assurer la sécurité des personnes à risque d'homicide conjugal et intrafamilial, donc sauver des vies. Et en se dotant d'une structure de concertation efficace, donc de pouvoir entrer en contact les uns avec les autres rapidement, et aussi, en fait, coordonner nos pratiques en matière de prévention, développer une compréhension commune et un langage aussi commun de la problématique, et aussi, en fait, coordonner nos façons d'évaluer le niveau de risque. Et tous les protocoles que j'ai étudiés avec Madame Drouin utilisent la même grille d'évaluation, parce que ça fait partie d'ailleurs des facteurs de réussite, c'est de s'entendre sur comment on évalue le niveau de gravité, mais aussi le caractère imminent du passage à l'acte. Et je laisse dans le bas la source. Ça a été donc créé en collaboration avec l'Association des ressources en violence conjugale pour hommes du Québec qui s'appelle À cœur d'homme. Mais je pourrais vous laisser l'adresse ou l'hyperlien dans la boîte de clavardage tout à l'heure. Et juste pour dire donc que cet outil existe et même si la présentation ne porte pas sur le sujet, j'en fais mention parce que ça fait partie des pierres d'assises du protocole. Comment fonctionne un tel protocole? D'abord, quand à l'intérieur d'un des services impliqués, que ce soit un intervenant en protection de la jeunesse, un policier, ou une, une intervenante qui travaille auprès de femmes violentées, identifie une situation qui l'inquiète, donc qui cote haut dans les risques, en parle ensuite à la personne qui est identifiée au sein de son organisation pour voir, bon, pardon, est-ce qu'il y a matière à alerter les autres partenaires? Et si finalement le risque n'est pas suffisamment sérieux, on va donc continuer de gérer la situation au sein de l'organisme. Par contre, si on a encore un doute, on consulte le comité de coordination, qui sont toujours les experts en violence conjugale, souvent travaillent avec les femmes, avec les hommes, parfois services policiers aussi, ou centre d'aide auprès des victimes aussi. Et encore là, à cette étape, on peut estimer que le niveau est grave, mais pas nécessairement imminent ou pas assez grave, de sorte que on ne déploiera pas une cellule de crise qui peut parfois impliquer une douzaine de personnes. Donc, ça veut dire que dans les 24 heures, on réunit le chef de police, la directrice de maison d'hébergement, un directeur en protection de la jeunesse. Donc, ça fait beaucoup de gens qu'on réunit rapidement et il faut s'assurer donc que le niveau de risque et que le risque soit suffisamment imminent pour que la cellule de crise soit déployée, le cas échéant. Donc, par ailleurs, si on estime qu'on peut gérer autrement la situation, on va faire un plan un plan concerté ou un plan d'intervention intégré, parfois aussi que certains vont nommer, pour agir sur la situation, mais en sous-comité. Donc, avec peut-être 3, 4 acteurs membres du protocole, mais sans déployer une cellule de crise.
Et la cellule de crise va permettre elle-même en grand comité de déployer plusieurs mesures qui vont avoir pour but de mettre fin, d'atténuer le niveau de dangerosité de la situation pour que la victime potentielle soit en sécurité. Ou les victimes, parce que il peut s'agir non seulement de la femme, mais aussi des enfants. Alors, pour répondre à l'autre question, qu'est-ce que ça prend? Quelles sont les conditions de réussite d'un partenariat? D'abord, l'outil diagnostic amène un premier élément, c'est une couverture large des perspectives, c'est-à-dire de pouvoir, au début d'un partenariat, faire le tour de ce qui existe. Maintenant, c'est plus nécessaire si quelqu'un qui est à l'écoute est intéressé de démarrer donc un tel partenariat. Ce travail-là a déjà été fait pour vous, notamment par Madame Drouin et moi, mais aussi d'autres personnes qui travaillent dans le domaine. Et ça nous fera le plaisir de partager nos trouvailles pour notamment voir quel autre modèle existe ailleurs dans le monde et donc quels sont les enjeux qui sont importants à tenir en ligne de compte lorsqu'on veut développer une telle entente et quelles sont aussi nos particularités comme région, comme ville, pour que ça soit appliqué vraiment, applicable à notre réalité. Et aussi, quand on souhaite démarrer un tel partenariat, il faut que ce soit dès le début. Donc, intéressement précoce, c'est un autre critère donc de qualité d'un partenariat. Inviter le plus possible tous les gens concernés par la situation. Et à ce moment-là, ça implique aussi que chaque organisation dégage les représentants. Mais habituellement, ce n'est pas un problème parce que ce sont beaucoup les directions d'abord qui s'impliquent dans un tel partenariat et aussi que, par exemple, les intervenants soient disponibles ensuite pour participer aux formations et aussi par la suite, lorsqu'il se déroule des situations graves, que chaque partenaire soit aussi prêt à donner accès à ses services aussi, de façon différente. Et puis, voilà, être prêt aussi à s'entraider pour analyser et intervenir sur les situations à risque d'homicide. La co-construction de l'action. Encore là, ça peut sembler banal parce que on parle beaucoup, de la problématique de la violence conjugale, de l'homicide comme tel, mais ce qui fait que un partenariat réussi, c'est beaucoup son fonctionnement démocratique. Donc, tous les partenaires sont égaux. Il n'y a pas de hiérarchie entre un secteur ou un autre, ou entre le statut d'un directeur par rapport à un autre, notamment les institutions par rapport au milieu associatif, juridique par rapport au milieu policier ou social. Donc, c'est vraiment un critère de base très important, crucial, que l'expertise de chacune soit respectée. Et une souplesse aussi par rapport aux pratiques habituelles. Les services policiers ont l'habitude de fonctionner de telle ou telle façon. En protection, il y a aussi des procédures qui existent dans les services sociaux aussi, auprès des femmes, auprès des hommes. Alors, chacun est amené à travailler autrement pour agir rapidement, d'une façon différente, pour s'adapter aux situations qui se présentent. Un autre élément qui ressort des entrevues et que je lis à l'outil diagnostic dont je vous parlais, c'est aussi de pouvoir négocier ensemble et que chaque personne chaque direction, chaque organisme ait l'impression, et pas juste l'impression en fait, puisse influencer donc la façon de fonctionner. Que chacun détient un pouvoir de négociation quant aux décisions prises. Et c'est ce qui amène aussi le développement de la confiance entre les partenaires et aussi qu'il n'y ait pas une perspective qui domine lors des rencontres d'une cellule de crise. C'est-à-dire que
qu'il n'y ait pas juste une teinte, par exemple, de la perspective sociale et que les services policiers, finalement, ne se sentent pas à leur place, ou inversement, que ça soit plus une approche coercitive, parce que, évidemment, l'arrêt d'agir est important. Les services policiers sont habitués de travailler dans cet objectif-là, avec raison. Par ailleurs, ça implique parfois de retarder une intervention policière pour essayer autre chose, par exemple, pour ne donner que cet exemple. Mais donc, que ce soit des discussions, des négociations au cours desquelles tout le monde a une voix égale. D'ailleurs, chaque catégorie n'est pas étanche comme on le voit, hein, parce que égalité des pouvoirs, là aussi, ça rejoint ce que je mentionnais au sujet du pouvoir d'influence de chaque organisme. Donc, le respect des points de vue des divers partenaires, partage de la responsabilité aussi des efforts pour assurer la sécurité des personnes. L'implication des acteurs et des ressources stratégiques névralgiques. Le choix des partenaires, tout partenaire qui a un pouvoir d'action afin de resserrer les mailles du filet de sécurité entourant toutes les personnes impliquées se retrouvant dans une situation qui représente un risque d'homicide. Autrement dit, toutes les personnes, tous les organismes, les instances qui sont importantes dans les prises de décision stratégiques doivent être intégrées aussi dans un partenariat. Parce que s'il manque un secteur, on n'y arrive pas. Donc, pour que le partenariat soit fonctionnel, on doit pouvoir bénéficier de tous les leviers qui touchent la problématique. Et à ce moment-là, justement, ça touche cet élément-là. Je ne répéterai pas l'ensemble des partenaires, mais il peut y en avoir d'autres aussi que je n'ai pas nommés selon les régions. Parfois, par exemple, selon les réalités socio-culturelles, il peut y avoir certaines communautés culturelles qui sont plus présentes et les organismes qui travaillent auprès d'elles peuvent être impliqués, par exemple. Bref. Alors, là aussi, de pouvoir offrir l'implication des acteurs des ressources stratégiques, notamment sur le plan de la communication et des outils, notamment d'évaluation, de pouvoir avoir de la formation initiale, mais aussi en cours de route. À chaque fois qu'il y a un roulement de personnel au sein de chaque organisme, qu'on puisse offrir de la formation à tout le monde pour que chacun puisse demeurer donc impliqué et actif dans le partenariat. Ce que je note aussi avec ma collègue, en fait, comme d'abord, en prenant un recul face à l'ensemble de ces résultats-là, donc auprès de 51 personnes expertes dans leur domaine, qu'est-ce que ça apporte comme retombée, un tel partenariat? D'abord, ne pas rester seul avec une situation préoccupante. Quand on vit au quotidien avec des situations qui sont à risque, ça nous permet de sortir de l'impuissance et permet aussi de clarifier des situations complexes qui nous dépassent. Il y a plusieurs personnes impliquées, plusieurs facteurs à considérer en même temps. Il y a les besoins donc de l'auteur potentiel de l'homicide, de la victime potentielle ou des victimes. Ça peut être justement la conjointe, les enfants. Donc, quoi faire pour l'ensemble des membres d'une famille? Donc, on a plus de moyens quand on agit en groupe que seul et beaucoup plus rapidement parce que ce qui peut se passer dans certaines situations plus typiques, c'est que si on travaille, par exemple, en contexte de protection de la jeunesse, on est inquiet pour la sécurité donc d'une mère, de ses enfants, et c'est pressant. Quel enquêteur, quel chef de police on peut rejoindre rapidement? Donc, à chaque fois, il faut se faire un canal de communication pour parler à la bonne personne alors qu'il va se demander pourquoi on l'appelle, et ça implique qu'il faut se présenter, expliquer la situation.
Et parfois, les gens ne sont pas toujours bien reçus quand ils s'appellent les uns les autres pour la première fois en contexte d'urgence. Autrement dit, c'est un peu comme si on installe un réseau, un téléphone rouge où on appelle directement les personnes qui sont identifiées, qui nous connaissent. Alors, si on l'appelle, c'est parce que c'est important et les gens s'accordent du temps rapidement. Donc, c'est là aussi que la notion d'agir en groupe rapidement, c'est ça. C'est de s'entendre à l'avance pour dire qui on appelle au sein de nos organismes pour, pour sauver des vies, en fait, quand on est inquiet pour des femmes, des enfants, pour des hommes aussi, parce que même l'auteur potentiel qui se suicide dans plusieurs situations, on ne souhaite pas non plus que ça arrive. On connaît les dommages que ça peut avoir pour les enfants notamment. Et assurer un continuum de service pour la victime et l'auteur potentiel par des références personnalisées. Encore là, comment organiser un hébergement pour une femme et pour des enfants? Comment assurer le transport scolaire pour qu'ils soient en sécurité s'il y a un passage à l'acte possible? Il y a plusieurs questions comme ça dans chaque situation qui peut être résolue grâce à la disponibilité de tous les partenaires qui sont assis autour d'une même table et qui planifient tout ça ensemble. Un autre élément aussi, un autre exemple, c'est-à-dire si donc on est très inquiet du passage à l'acte d'un homme, de pouvoir faire une approche auprès de lui, ce qui fait partie des pratiques prometteuses documentées d'ailleurs, notamment auprès des hommes, c'est l'approche de la main tendue, tenter une offre d'aide, de soutien, et dans plusieurs cas, au lieu de tout de suite intervenir, par exemple, d'une façon coercitive et le priver de sa liberté, tenter une autre approche, parce que on souhaite éviter aussi qu'une fois la remise en liberté, qu'il y ait une rage aussi, que ce soit accumulé. Alors, si on peut offrir de l'aide d'une autre façon et atténuer la source de tension, notamment en contexte de séparation ou de difficulté d'accès aux enfants, alors on peut agir sur les facteurs de risque et non pas juste priver un individu de sa liberté, ce qui peut parfois ajouter aux facteurs de risque par la suite. Bref, on peut avoir ce type de réflexion-là ensemble de tous les secteurs. Un autre exemple aussi que j'ai trouvé touchant, c'est de pouvoir créer aussi un ensemble de services auprès d'une famille, notamment auprès d'enfants témoins, où il y a une enquête qui est nécessaire et on fait graviter les services autour de la famille au lieu que ce soit la famille qui doive elle-même avoir affaire à plusieurs interlocuteurs, à plusieurs endroits. Par exemple, en interrogeant les enfants à un endroit où aussi les intervenants de la protection de la jeunesse vont être pour offrir un soutien psychosocial immédiat, parce qu'on le sait, il ne peut pas y avoir d'intervention psychosociale avant l'enquête pour ne pas contaminer la preuve. Bref, ça peut être d'une grande complexité et c'est un exemple parmi d'autres. Ce type de partenariat permet de personnaliser les interventions, particulièrement auprès des enfants, entre autres. Ce qui ressort aussi comme retombée générale de ce que les intervenants ont dit, c'est que le fait de travailler ensemble comme ça nous amène à avoir une meilleure analyse des risques. À force de travailler ensemble, puis, bon, d'être soumis à différentes situations, le niveau de compétence devient de plus en plus élevé entre nous. Particulièrement aussi pour des personnes qui ne travaillent pas au quotidien en violence conjugale, en viennent eux-mêmes à trouver plus de repères par rapport à la problématique et par rapport à l'évaluation. Aussi, le fait de travailler en groupe, ça permet de pouvoir rester à l'affût justement des situations qui sont plus à risque, bon, niveau grave et imminent, mais l'inverse aussi, c'est-à-dire
Il y a des personnes qui peuvent être plus alertées, alarmées, et quand on peut avoir un second regard, on réalise que oui, la situation est grave, mais ne nécessite pas de déployer une cellule de crise pour le moment. Alors qu'à l'inverse, les victimes potentielles peuvent aussi nier le risque et nous-mêmes, comme intervenants, avoir du mal à nous positionner face à quelqu'un qui ne manifeste pas d'affect, donc de terreur, par exemple, alors que la situation est très dangereuse. Le fait aussi de travailler ensemble, d'avoir une entente formelle ensemble, ça amène à communiquer plus ensemble, travailler ensemble plus souvent, et donc d'avoir un lien de confiance et de respect les uns les autres qui se cultive. De mieux comprendre aussi les contraintes, le travail des autres, mais aussi les contributions possibles. Et je le répète, à ce moment-là aussi, d'avoir une communication directe avec quelqu'un qui travaille dans un autre secteur que le nous, c'est crucial en situation d'urgence. C'est un petit peu finalement comme avoir sur notre téléphone, connaître le numéro d'urgence d'une région, alors que si on ne le connaît pas, juste faire la recherche, ensuite se présenter, c'est très important. La concertation au-delà de l'entente de concertation. C'est-à-dire que oui, c'est bien beau avoir un protocole bon, dans lequel on s'engage, mais le fait de pouvoir communiquer plus souvent entre nous pour échanger des opinions, c'est crucial. Et pouvoir aussi faire des plans d'intervention, même lorsque les cellules de crise ne sont pas déployées, ça, c'est majeur aussi comme élément que j'ai pu documenter parce que, en fait, les situations à haut risque imminent qui nécessitent le déploiement d'une cellule de crise sont comme la pointe de l'iceberg. En dessous de l'eau, il y a plusieurs situations graves sur lesquelles il faut agir aussi, mais pas nécessairement en rassemblant tout le monde, mais il y a de nombreux plans d'intervention qui ont été réalisés. Par exemple, les services policiers vont travailler avec la protection de la jeunesse et une maison d'hébergement et une ressource pour hommes, par exemple, et à 5, comme ça, agir rapidement sur une situation, même si l'ensemble de la cellule n'a pas été déployé. Et donc, ce nombre d'actions concertées est très élevé. Et c'est grâce au fait qu'il y a un protocole formel entre tous ces organismes-là qui amène aussi des petites actions. Et bref, je reviens sur les grands constats. On peut parler, oui, d'expertise en violence conjugale, homicide. Mais en bout de ligne, qu'est-ce qui fait qu'un protocole fonctionne, qu'il puisse naître d'abord et vivre? Parce que parfois aussi, ça meurt dans l'œuf. Si, dès le départ, il n'y a pas un fonctionnement démocratique, donc un engagement de tous les partenaires de pouvoir reconnaître nos forces mutuellement, la valeur de chaque secteur, et aussi, comme facteur de réussite, l'utilisation d'un outil d'évaluation commun, qui a eu une formation initiale pour tous les répondants des organismes, avoir une formation continue pour les membres, mais aussi continuer de se rencontrer sur une base régulière, par exemple 2 fois par année. C'est ce que aussi les gens disent, ceux notamment qui sont moins impliqués dans l'action au quotidien. C'est important de garder une cohésion de groupe sur les enjeux notamment du fonctionnement du protocole, puis continuer de faire des mises en situation ou des discussions de cas ou revenir sur certaines pour garder la vie, finalement, du partenariat bien vivante, bien allumée, quoi. Et ça maintient aussi les liens et les réflexes de concertation. Alors, pour respecter le temps qui m'est alloué, je m'arrête ici et je vais répondre à vos questions avec grand plaisir. Merci Jean-Martin. Alors, moi j'ai une question, mais Philippe Rigoulot, le directeur de la maison des adolescents, nous a fait passer une question pendant l'intervention. Je ne sais pas, Jean-Martin, si tout le monde l'a, normalement tout le monde devrait l'avoir. Je peux la reposer, ou en tout cas lui, il peut même la reposer s'il le souhaite. Philippe, je Bien peux te sûr, laisser oui. la parole peut-être?
Bonjour, excusez-moi, j'ai coupé ma caméra, je suis en train de déjeuner, c'est pour ça, c'est pas le meilleur spectacle. Merci hein, pour vos propos, je suis désolé, j'ai pris un petit peu en retard, mais j'ai quand même saisi des choses intéressantes et notamment, à un moment donné, vous parlez de l'idée d'apporter auprès d'une famille un plateau technique, donc d'aller vraiment au-devant et de venir avec un plateau technique qui peut être assez complet. Et je voulais peut-être vous entendre sur ce que ça génère, ça, du point de vue de l'accompagnement clinique de cette famille, c'est-à-dire l'idée d'avoir à sa disposition finalement un plateau technique qui est peut-être pensé en dehors de moi et qui vient à moi, versus un autre modèle qui serait rentrer en lien avec la famille et la sensibiliser à des ressources qui existent en dehors du lieu du domicile. Et je m'interroge sur ce que ça vient générer du côté de, soit d'une part du côté de une forme d'immobilisme qui va de pair avec une forme de sidération selon la nature du trauma qui a pu se dérouler dans l'enceinte familiale, et de l'autre côté quelque chose qui déjà vient chercher du mouvement en fait. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, vous me direz. Oui, la question est assez large en fait, puis me permet d'y répondre sous deux aspects. Le premier, c'est de ne pas empirer la situation à cause de la structure des services. Autrement dit, quand des personnes ont peur pour leur vie ou ont été témoins de gestes traumatisants, notamment les enfants qui sont témoins, comment prendre soin d'eux alors qu'il y a des impératifs sur le plan judiciaire, notamment de documenter, bon, interroger les enfants. En soi, ça peut être traumatisant, mais dans un contexte bienveillant ou coordonné où à la fois l'enquête a lieu, mais aussi un soutien psychosocial et à ce moment-là, les intervenants spécialisés sont sur place et peuvent, dans un même lieu, avec chaleur, offrir le soutien aux enfants ou à la mère. Dans ce contexte-là, on offre de l'aide. Et si ça se trouve, parfois, même à l'auteur qui accepte, c'est ce qui peut être étonnant aussi, l'auteur potentiel qui est en détresse reçoit l'aide appropriée aussi. Alors, au lieu de tout de suite voir à un emprisonnement provisoire, par exemple. L'autre élément, c'est effectivement quand on a les ressources autour de la table, on peut aussi avoir des membres ad hoc, par exemple, services spécialisés en suivi psychosocial pour les enfants, et offrir un continuum de services au-delà de la crise. Et c'est ce qu'il y a de particulier aussi dans un partenariat comme ça, où on peut se dire, ça prend le service rapidement, cette semaine. Et les représentants d'organismes, entre eux, vont fonctionner d'une autre façon, vont donner un accès rapide. Et c'est de cette manière-là, effectivement, que on peut avoir beaucoup plus de possibilités, alors que, et parce que aussi, c'est le partenariat, c'est les membres du protocole qui vont déployer les efforts pour répondre à ces services-là, alors que quand ce sont les familles qui doivent soit répondre aux besoins du système judiciaire de témoigner, de faire ci, de faire ça, mais aussi d'aller chercher eux-mêmes les services dont ils pourraient avoir besoin, mais dans un dédale parfois administratif qui peut être difficile à trouver ou qui peuvent être à comprendre ou qui peuvent être coûteux. Là, au contraire, ce protocole permet de prendre soin de la famille et de façon proactive. Donc, à tout le moins, ça peut sembler banal, mais ne pas empirer la situation, parce que parfois, le manque de concertation des services font aussi que les services ne sont pas rendus. Alors, j'espère répondre, monsieur. Jean-Martin, peut-être une question. Tu parles notamment de la pratique de la main tendue, hein, donc effectivement, que je comprends. Est-ce que tu peux approfondir un petit peu des éléments de repère sur comment on peut
quels mouvements, quelles actions, quelles pratiques on peut développer envers la personne qui est effectivement en risque de passage à l'acte. Voilà. Est-ce que tu peux développer un petit peu? Est-ce que tu as des éléments issus de la recherche qui peuvent nous aider là-dessus ou... Oui, c'est une bonne question parce que, en fait, la tendance dans les services sociaux, bon, je pense au Canada en général, c'est que quand quelqu'un appelle, par exemple, une conjointe appelle pour dire mon mari va pas bien, aidez-le s'il vous plaît. Auparavant, on avait tendance à dire, ben, c'est à monsieur d'appeler. Et, règle générale, les hommes n'appellent pas pour demander de l'aide. Même en contexte de risque suicidaire, les hommes attendent jusqu'à la dernière minute et parfois même se suicident sans demander de l'aide. C'est la même chose en contexte de violence conjugale ou d'homicide. Les hommes vont rester seuls avec leur détresse. Et le fait d'aller au-devant, et c'est ce qu'on appelle l'approche de la main tendue, qui s'est développée dans tous les secteurs, je dirais, d'aide aux hommes à risque de passage à l'acte, c'est par exemple, quand le conjoint t'appelle pour dire je suis inquiète pour mon mari, ben, de pouvoir lui répondre, oui, madame, on va l'appeler, si vous permettez, on va lui dire que c'est vous qui a appelé. Et ça fonctionne. Les hommes se refusent la demande d'aide, mais ont tendance à accepter la main tendue. Et c'est très important à tenter avant, par exemple, d'envoyer une autopatrouille, parce que des hommes vont mal réagir au fait vont se sentir humiliés devant leur voisinage d'avoir été arrêtés alors qu'ils n'allaient pas bien, et puis peuvent ressentir une plus grande injustice encore, et le risque peut s'en trouver accru. Alors, juste de prendre les devants et d'appeler et de dire, monsieur, on a des raisons de croire que, bon, que vous passez à travers une période difficile et on aimerait prendre de vos nouvelles. Comment allez-vous? Et ça peut sembler encore là un peu banal, mais pourtant, il y a quelque chose d'innovateur et qui fonctionne. Et parfois, ça permet d'offrir un service spécialisé. Bon, je donne un exemple un peu simpliste, mais donné par une directrice de maison d'hébergement. C'était un homme qui avait peur de ne plus revoir ses enfants suite à une séparation, parce qu'il y avait un conflit dans le couple et le père ne voyait plus ses enfants. Et juste le fait de pouvoir trouver quel service et quel conseil offrir, ça a atténué. Alors que si on avait envoyé tout de suite une autopatrouille, on avait incarcéré pendant 48 heures cet homme-là, qu'est-ce qui serait arrivé par la suite? Est-ce que la conjointe est plus en sécurité après? Bref, donc c'est un exemple de qu'est-ce que c'est l'approche de la main tendue. C'est d'aller au-devant et d'offrir une aide qui n'a pas été sollicitée, mais comme façon d'atténuer la tension et d'agir sur des facteurs de passage à l'acte. Ok, merci. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions, peut-être, de nos participants? N'hésitez pas, hein, si vous souhaitez prendre la parole. Je veux bien. Jean-Luc Folliot, donc je suis président de l'association Et les Pères, est à Aix-en-Provence, et qui est partenaire d'ailleurs du regroupement pour la valorisation de la paternité du Québec, hein, qui a démontré sur ce plan-là aussi des longueurs d'avance sur cette question. Nous, notre question, elle est plus dans la prévention que dans la gestion de situations de crise. Dans la prévention, à travers plus un travail auprès des professionnels qui sont au contact des familles, à une meilleure inclusion des pères dans leurs attitudes, leurs pratiques, leurs activités proposées. Donc un peu dans l'esprit, je rebondis, de la main tendue, c'est-à-dire d'oser aller à la rencontre des pères qui effectivement ne se manifestent pas forcément spontanément, même sans avoir des difficultés particulières, hein, mais ce n'est pas forcément un réflexe. Donc s'il n'y a pas ce mouvement vers eux, c'est sûr qu'ils vont peut-être avoir du mal à... Mais pour autant, ayant besoin, et quand effectivement cette rencontre a lieu, on se rend compte qu'ils sont bien plus finalement demandeurs et partie prenante, notamment d'espaces de parole
de parole et d'action dans la foulée, peut-être aussi de parole. Mais donc nous, on a surtout travaillé avec des centres sociaux pour le moment sur des quartiers populaires, donc pour que les professionnels des équipes de centres sociaux fassent un travail d'abord de diagnostic sur la manière effectivement de s'adresser ou pas s'adresser, de faire exister ces pairs. Et donc, je rejoins cet aspect ouvrir de plus en plus d'espaces de parole. Alors, nous, ça a pris plus la forme de groupes de parole de pairs, hein, mais ça peut. Enfin, c'est un travail systémique. C'est les moments aussi sur la manière de faire place au père. C'est les enfants dans leur regard porté sur le père. Donc, c'est toute une dynamique partenariale. D'ailleurs, je rejoins là aussi ce concept, c'est-à-dire plus les partenaires éducatifs autour, et pas seulement, par exemple, des centres sociaux, mais des éducateurs de prévention, des enseignants, des équipes de protection maternelle infantile travaillent ensemble, plus ça peut permettre que les pères se sentent mieux pris en compte. Donc, je rejoins ce côté main tendue, mais j'avais quand même moi, une question sur justement dans cet esprit de partenariat. Vous gérez éventuellement une forme de partenariat plus délicate à gérer, qui n'est pas avec des professionnels, mais avec l'entourage de la famille à risque, en termes de voisins, d'autres membres de la famille, comment eux aussi peuvent participer à ce travail de concertation autour des familles. Voilà. Donc, c'était une question plus sur ce registre de l'élargissement du cercle du partenariat. Avec la question, juste Jean-Martin, peut-être effectivement du secret, de qu'est-ce qu'on dit à qui, et avec quel risque. Hein, c'est peut-être aussi cette question, enfin, j'ai envie de prolonger votre question, monsieur, très intéressante, mais qu'est-ce qu'on dit à qui et quels sont les risques? Parce qu'il y a des risques sûrement à partager des informations. Ah oui. Dans les contextes du déploiement de cellules de crise, jamais. Ce sont juste les professionnels qui sont présents. Et ça se limite à ça parce que ce sont des informations sensibles qu'on ne peut partager. Par contre, dans une perspective de prévention, votre question est bonne, puis pour ça, j'apprends beaucoup des pratiques qui sont développées par Samuel Vincent et Coste sur le plan de l'approche participative, donc des conférences familiales, la possibilité d'intégrer l'ensemble des personnes que la famille choisit pour faire le point sur des situations difficiles. Et c'est vraiment en prévention parce qu'effectivement, on parle lorsque des enfants sont à risque, dont le développement est compromis, mais il n'y a pas nécessairement de risque d'homicide. Mais puisque vous parlez de façon plus générale, comment davantage inclure les pères, avoir une approche participative en contexte de protection de la jeunesse, ça fait partie des possibilités. Parce que en ce moment, je ne sais pas en France comment c'est, mais la tendance, en fait, en Occident, c'est qu'en protection, c'est que sur 10 familles qui sont suivies, il y a seulement un père qui est rencontré. On estime que la mère est plus facile à rejoindre, à rencontrer. Ensuite, on estime que le parent principal est là. Et puis, si le père semble dangereux, on ne veut pas le voir, alors que les recherches disent si on a peur que le père soit dangereux, justement, il faut évaluer, alors qu'on a plutôt tendance à ne pas le voir. Mais bref, en amont, donc dans une approche préventive, inclure davantage les pères en contexte de protection de la jeunesse, ça peut faire partie des mesures possibles. L'autre chose, c'est que dans les services, qu'il y a des services en violence conjugale pour hommes adaptés, mais qui ont une approche aussi qui peut tenir compte de la détresse des hommes.
C'est-à-dire, par exemple, puis moi, ça m'a souvent touché quand j'ai accompagné des hommes pendant une vingtaine d'années, et puis même si la porte d'entrée était celle de la violence conjugale, en cours de route, les situations de crise, de rupture difficile, de réadaptation de la vie avec les enfants, c'est un levier très important d'accompagnement d'hommes et ça prévient des drames que de pouvoir aider des hommes dans ce contexte-là et non pas seulement à partir de la violence conjugale, mais aussi des besoins que des hommes peuvent ressentir. Alors, juste le fait de pouvoir déployer dans chaque région un service qui peut offrir cette aide-là à des hommes fait une différence. Donc, dans une approche préventive et qui a une place cruciale, justement, au sein de ces protocoles. Je ne sais pas si je réponds, parce que j'avais retenu donc la perspective préventive, pas nécessairement au sein des protocoles, mais qu'est-ce qu'on peut faire autour, donc en amont. Merci. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions, réactions, propositions à tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant? Quelqu'un veut prendre la parole? Non? Je ne vois pas de main, je vois pas de... Je regarde les écrans. Madame Simonet veut prendre la parole, mais j'ai l'impression qu'elle ne le peut pas. Alors, je ne sais pas si nos administrateurs peuvent faire quelque chose pour aider. Ou est-ce que c'est à vous de cliquer sur votre micro? Je ne sais pas. Pascal, Emmanuel, est-ce qu'on peut activer le micro? Malheureusement, je pense que c'est compliqué. On n'arrive pas à entendre. Peut-être le faire par écrit via le message texte. Oui, peut-être. Dans la boîte de clavardage. La boîte de clavardage, effectivement. Terme. En attendant que Madame Simonet peut-être écrive, hein, effectivement, moi je rebondis sur la difficulté des prises de parole des pères. Hein, d'une manière générale, je trouve que ça correspond vraiment, enfin, ça fait violence, quoi, sociétale, à l'encontre de la place des pères. Juste un partage d'expérience sur un groupe de parole de pères maghrébins qui a mis beaucoup de temps à se mettre en place. Et on retrouve des pères qui disent leur impossibilité à parler de leur propre souffrance, qui est d'abord une souffrance du corps, notamment chez des populations issues du Maghreb qui sont investies dans des populations dans des métiers à faible qualification, donc maçons, entrepreneurs de manière générale, qui sont dans des souffrances du corps terribles et pourtant indicibles et non partageables, du fait notamment que le statut, la place du père, elle est tellement attaquée déjà par ailleurs, c'est-à-dire on peut se retrouver dans des schémas familiaux où l'essentiel de la vie sociale est assuré par la mère qui est dans l'apprentissage du langage et parce qu'elle amène les enfants à l'école, elle a des interactions avec les parents. Et là où le père, si lui se retrouve en situation de chômage, il perd la verticalité de la position qui était la sienne jusque-là. Et du coup, exprimer une souffrance par-dessus est encore plus impossible pour lui. Donc ça nous interroge vraiment sur la violence qui est celle d'une société envers le statut des pères tel qu'il est fantasmé et on regarde tel qu'il peut être vécu par certains d'entre eux, en tout cas. Tout à fait. Dans un des protocoles, d'ailleurs, il y avait un organisme spécialisé en accompagnement de familles immigrantes. Donc, ça fait partie des exemples. Est-ce que je pourrais connaître le nom de ce regroupement de pères? Oui, alors c'était le groupe s'appelait, le groupe en tant que tel n'avait pas de nom, mais c'était au sein de l'association qui s'appelle Sésame Santé, qui est basée à Montpellier. Ah oui? Et avec un psychologue qui s'appelle Mohamed Belhaj, mais qui, je pense qu'il a arrêté son activité maintenant. Auriez-vous un numéro de téléphone à transmettre à ce sujet-là? Alors, je peux chercher ça. Je le fais passer à David, si vous voulez, pour le temps que je cherche et que je retrouve. Ce serait bien apprécié, merci. Avec plaisir. Je ferai passer le message. Merci, Philippe. Je mets aussi le lien vers l'association dont je parlais, qui s'appelle À cœur d'homme, et qui offre plusieurs ressources, notamment l'outil comme tel d'évaluation des situations.
Donc, qui a été, en fait, c'est le fruit d'un travail d'équipe de longue haleine et sur lequel se basent aussi les protocoles que j'ai étudiés. Alors, j'ai trouvé ça très intéressant de voir que ce travail entre maisons d'hébergement, ressources pour hommes ayant des comportements violents a mené à un outil commun, donc utilisé par les services policiers. En fait, je trouve ça fascinant de voir donc comment peut être adapté un même outil selon les besoins de différents secteurs. J'ai mis le lien dans le chat, voilà. Ouais, merci. Philippe a mis le lien, Jean-Martin aussi, hein, vous les avez dans les messages qui apparaissent sous le côté. Ouais, Alors, je ne sais pas si on n'a pas réussi, j'ai l'impression, à trouver la solution pour que Madame Simonin puisse prendre la parole. C'est bien dommage. Ben oui. Ou nous écrire. Oui, sûrement. Ah, ben j'ai une idée. Vous n'arrivez pas à écrire à côté, hein, sur le message, en bas à droite, il y a une petite bulle qui pourrait, écrit, si vous cliquez dessus. Elle a écrit, je crois. Ah oui, effectivement. Donc, Mme Simonin s'interroge sur les aspects juridiques de votre intervention. Nous sommes dans le domaine de la prévention et je suis étonné de vous entendre dire qu'avoir appelé le père est moins compliqué pour lui que d'avoir été emprisonné 48 heures. Moins compliqué pour lui. Ouais, là, je comprends aussi que c'est frustrant, les limites de l'écriture. Alors, d'abord, je vais m'assurer de bien avoir compris votre remarque. Moins compliqué. Moi, l'idée, c'est d'avoir une gradation dans les mesures. C'est qu'en temps normal, si on est inquiet, on envoie l'autopatrouille, on passe les menottes et ouais. Alors, le fait d'essayer autre chose et d'éviter, en fait, que quelqu'un finalement soit emprisonné, c'est pas tant l'idée d'éviter ou pas l'emprisonnement, ben ça fait partie des enjeux, mais c'est que ça crée une dynamique où ensuite la tension, le risque va rester présent. Il y a peut-être certains hommes que ça va calmer, mais un certain nombre d'autres que ça va enrager davantage et la sensation de violence que certains hommes peuvent avoir, qui est subie justement, pour reprendre les mots qui ont été employés. Autrement dit, le rationnel qui est derrière le passage à l'acte, c'est que je vais me venger, c'est injuste ce qui m'arrive, fait juste être confirmé en plus par ce qui peut être considéré comme une humiliation supplémentaire. Alors que le problème ou les sources de tension n'auront pas été entendues, ni non plus qu'on ait tenté d'apporter des bribes de réponse non plus. Alors, si un organisme pour hommes qui a les compétences pour justement faire face à accompagner des hommes en crise, on agit sur les facteurs de risque et de cette façon-là. Ah, d'accord. Mais en fait, il n'y a pas. Bon, je suis en train de lire dans la boîte de clavardage. Lui mettre les menottes n'est pas possible. En fait, si un homme a évoqué ou s'il y a des risques chez nous, oui. Ou même, à la limite, si c'était juste une visite, entre guillemets, d'avertissement, ça peut avoir aussi le même effet. Et c'est là aussi que le travail d'équipe peut faire une différence parce que, effectivement, le travail sur la prévention des homicides, en fait, c'est d'agir sur un crime qui n'a pas encore eu lieu. Donc, c'est vrai que sur le plan légal, il y a un paradoxe. Et c'est là que quand les services sociaux et services policiers, par exemple, se rencontrent, ça devient possible de jauger ensemble les moyens. Et par exemple, les chefs de police disent, nous, on agit pour arrêter ce qui est en train de se dérouler. Donc, arrêter l'acte. Mais quand ensuite on laisse un auteur potentiel repartir,
on est inquiet, on ne sait pas quoi faire, on se sent limité dans nos moyens. Alors, quand on sait qu'il y a des intervenants sociaux qui sont présents, peuvent assurer un suivi, nous, vraiment, on se complète bien. Et à l'inverse, les intervenants sociaux se sentent aussi plus en confiance de dire, nous, on peut appeler tel enquêteur, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les façons juste de se montrer plus présent autour de la maison ou de contacter monsieur. Bref, il y a plusieurs zones grises, même si, règle générale, par exemple, ici, ça ne se fait pas qu'il n'y a pas d'arrestation préventive. Il y a quand même une foule d'autres moyens possibles quand on s'assoit autour de la même table et ce sont quel est le titre, le nom, chez nous on emploie plus le mot, en fait les directeurs, directrices d'organismes, donc ils sont en autorité pour faire quelque chose. C'est incroyable tout ce qui se développe comme possibilité pour agir sur les zones grises, justement au sujet desquelles on n'a pas nécessairement de procédure habituelle. Mais là, c'est dangereux, il faut agir maintenant. Il y a quelqu'un qui est en danger de mort et on fait quelque chose. Alors, pour ça, c'est fascinant, les possibles tout d'un coup qui apparaissent, parce que aussi, on porte la responsabilité ensemble. Quand 10 directeurs, directrices d'organismes disent « c'est dangereux, nous on décide, même si la loi prévoit autre chose, on y va, c'est comme ça. » En situation de vie ou de mort, c'est ce qu'on fait. Alors, tout le processus de créativité qui est enclenché permet d'agir à l'extérieur des procédures habituelles, puis c'est ça que j'ai trouvé vraiment fascinant à entendre de tout le monde. Indépendamment de ce que la loi prévoit ou de ce que les services sociaux prévoient. Bon, j'aurais aimé vous entendre. J'espère avoir répondu. Ok. Effectivement, je pense que le modèle d'intervention actuel aujourd'hui en France est plutôt un modèle tourné vers la répression, hein, en tout cas l'intervention des services d'urgence et de police. Et là, tu nous aides, je crois, à ouvrir d'autres façons de travailler avec l'intérêt que ça peut y avoir. Et c'est ça qui est intéressant dans la recherche, c'est que ça montre que effectivement, même en situation de un risque d'homicide important et imminent, hein, les deux, hein, grave et imminent, on peut tenter la main tendue et ça a des effets positifs. Donc ça, c'est intéressant de le partager avec les services, notamment les services de police, hein, d'urgence, qui sont peut-être ceux qui s'emparent le plus vite ou qui ont une légitimité, je ne sais pas, un peu des deux, sur les interventions. Quand on estime qu'il y a un risque imminent et grave, c'est intéressant effectivement, et j'entends bien de ce que tu dis, que le partenariat en situation de risque se prépare. Ce n'est pas le moment où c'est le risque que c'est le moment de travailler le réseau. Et que le réseau se prépare en amont et que pour être bon pour être efficace sur des situations de risque d'homicide intrafamiliaux, il vaut mieux commencer avant que effectivement on soit confronté au risque. C'est ça, Jean-Martin, je pense, un des messages. Hein. Très bien dit, tout à fait. Et puis, même par rapport à ça, justement, par exemple, les chefs de police l'apprécient énormément aussi en disant, nous, on peut juste procéder à l'arrêt d'agir, mais ensuite, qu'est-ce qui se passe? On manque de moyens aussi. Et oui, pour en venir à l'aspect de communication, en effet, c'est pas en cas d'urgence qu'on trouve le numéro de téléphone rapidement de la personne qui serait la mieux placée et va nous demander, ben, qui es-tu finalement? Pourquoi m'appelles-tu maintenant? Alors, quand c'est prévu, effectivement, c'est un petit peu comme si on avait une ligne directe pour agir de façon concertée. Ok, merci beaucoup Jean-Martin. Alors voilà, c'est 13h36, on est à peu près dans le temps qu'on avait prévu, mais je veux bien prendre encore, enfin, nous voulons bien recevoir une question, un commentaire, un avis sur cette présentation, sachant qu'évidemment, vous pourrez continuer à nous envoyer des questions et je pourrais les faire passer à Jean-Martin avec qui on est en contact. Hein, avec plaisir. Aussi, hein, il prendra, voilà, comme il le dit, il est disponible pour continuer à échanger avec ceux qui le souhaiteraient. Oui. Voilà, donc s'il y a encore une intervention, signalez-vous et puis on essaiera de trouver un moyen par écrit ou par vocal de retransmettre.
Voilà, donc si ce n'est pas le cas, je vous remercie évidemment d'avoir participé à ce Midi Labo. Merci Jean-Martin Deslauriers d'avoir été avec nous. Et je peux aussi déjà vous donner rendez-vous le 18 janvier 2022 avec notre nouvelle invitée, Isabelle Lacroix, qui est chercheure en France, en région parisienne, et qui a travaillé sur les violences en protection de l'enfance, en internat, en maison d'enfants et aussi en famille d'accueil, et qui nous livrera les résultats de sa recherche faite en France. Voilà, donc 18 janvier, notez-le sur vos agendas. Et je vous remercie une nouvelle fois d'avoir participé à ce 4e Midi Labo. Merci beaucoup. Merci Jean-Martin. Merci pour